Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de l'Intelligent TV pour le décryptage des sujets qui ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde cette semaine. Bienvenue donc à vous dans la revue de presse grand format qui signe en ce jour son premier numéro du mois de juin 2022. Deux invités avec nous sur ce plateau pour décortiquer les différents sujets à l'ordre du jour. Il s'agit de Beta Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du journal Le Bélier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Également avec nous dans ce studio pour cette émission, Ténébé Ousmane. Bonsoir. Bonsoir, Kali. Secrétaire général de rédaction du journal L'Avenir. C'est bien cela? Tout à fait. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Durant 52 minutes, nous passerons en revue 5 sujets. D'abord, nous allons entendre l'analyse de nos chroniqueurs sur l'obtention du passeport ivoirien par l'ex-leader de la galaxie patriotique Charles Blé Goudé. Ensuite, nous parlerons de la désignation de Adama Bictogo comme candidat du RHDP et qui semble bien parti pour remporter l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En outre, nous allons évoquer la hausse du prix de l'essence de 40 francs le litre et du pétrole lampant de 30 francs le litre pour le mois de juin 2022. À côté de cela, il sera aussi question dans cette émission du déguerpissement prévu ce dimanche 5 juin 2022 de 4000 ménages, soit près de 25 000 personnes situées dans des zones dites à risque répertoriées par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Enfin, le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de ce samedi 4 juin 2022, va nous intéresser également dans nos discussions. Discussions qui commencent à présent, juste après cette transition. Il a désormais son titre de transport vers la Côte d'Ivoire. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé, a reçu son passeport aux Pays-Bas le lundi 30 mai 2022 des mains de l'ambassadeur Hamza Salah. Après plusieurs mois de demande, monsieur Beta Michel, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation? Vraiment, je tombe des nues. Quand j'observe un peu cet entamement autour d'un passeport en Côte d'Ivoire, alors que notre constitution est claire sur ces questions-là. Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Donc, obtenir un passeport, ce n'est pas un événement. À moins qu'on veuille nous faire comprendre aujourd'hui que obtenir un passeport en Côte d'Ivoire pour un Ivoirien, c'est devenu autre chose. Pour toi qui a été le chantre de la lutte contre l'exclusion, moi, je m'étonne. Je m'étonne aujourd'hui que pour un passeport, on soit en train de faire tout ce schéma, toutes ces gymnastiques. Heureusement, l'Ivoirien Blé Goudé a aujourd'hui son passeport. Je crois que ça va nous faire penser à autre chose. Parce que ça ressemblait à quelque chose de pas correct. Non, ça veut dire que c'était pas correct. Le fait qu'on veuille, je veux dire, faire trop de schémas autour de l'obtention d'un passeport. Je crois que aujourd'hui, pour avoir été exclu de son pays pendant des années, Blé Goudé, parce que cette question-là, on a parlé d'exclusion en son temps. Lorsque quelqu'un ne pouvait pas obtenir un papier, on parlait d'exclusion. Les autres n'ont pas pris d'exemple. Ils ont négocié jusqu'à obtenir le passeport. Je crois que ça doit nous servir de leçon. Ce qu'on a vécu par le passé doit nous empêcher aujourd'hui, Ivoiriens, de vivre ce genre de scénario-là. Je suis heureux qu'il ait obtenu son passeport, mais je ne veux pas que on oublie toutes ces gymnastiques qu'il y a eu autour d'un Ivoirien pour l'obtention de son passeport. Je crois que ça doit nous servir de leçon. On doit éviter ce genre de situations qui sont susceptibles de nous créer encore des situations de crise à ne point finir. Blé Goudé a obtenu son passeport. Je dis, ce n'est pas un événement. N'en faisons pas un événement. Tout Ivoirien doit son passeport. Tant qu'il n'est pas... tant que le pays n'en a pas décidé autrement. La constitution ivoirienne est claire, aucun Ivoirien ne doit être maintenu
hors de son pays en exil. Donc, contraint à l'exil. Donc, vraiment, d'accord. Blé Goudé a obtenu son passeport. Vous en êtes heureux, mais pour vous, ce n'est pas un événement. C'est un non-événement. Tenez, Ousmane, pour vous aussi, c'est un non-événement, l'obtention du passeport de la part de Charles Blé Goudé. Qui mieux que le concerné lui-même, Charles Blé Goudé, de nous orienter sur l'appréciation à faire de l'événement que mon frère Beta ne veut pas voir sur cet angle-là. Charles Blé Goudé lui-même a produit un communiqué pour remercier le président de la République. Oui, mais c'est scandaleux, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est scandaleux. Pour obtenir un passeport, un Ivoirien remercie le président. Ah, mais à moins qu'on nous dise qu'elle veut donner plus Ivoirien. Allez-y, allez-y. Je pense que vous n'allez pas demander à Charles Blé Goudé de contenir son bonheur, sa joie. Le communiqué était sans équivoque sur l'état d'esprit de Charles Blé Goudé, qui était heureux de recevoir son passeport qu'il a tant attendu. Quand on dit que ce n'est pas un événement, c'est clair que Blé Goudé ne peut pas regarder les choses sous cet angle parce qu'il a crié sur tous les toits. Il a réclamé ce passeport, a crié à corps ici devant tout le monde. Donc, maintenant qu'il le reçoit, on sent un bonheur qu'il partage avec les gens. Mais je note que c'est un pas de plus vers la réconciliation à laquelle nous aspirons tous. Il faut que nous allions vers la calmie, la paix et la réconciliation. Et chaque fois qu'un pas comme celui-là est posé, c'est toute la nation qui s'en félicite. C'est vrai qu'ici et là, on peut estimer que, bon, voilà, c'est quelque chose de normal. Mais la Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation normale. Elle revient de loin. N'oublions pas que Charles Blé Goudé était devant la CPI. Elle a été acquittée totalement. Il a été acquitté totalement. Mais donc la CPI n'a pas autorisé, ne l'a pas exempté totalement, d'autant plus qu'il y a un contrôle sur lui jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, donc, tout à l'heure, questions... vous avez parlé du communiqué de Charles Blé Goudé. Il a traduit sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. Je vais le citer pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire, dont une étape importante vient d'être franchie. Alors, quand on entend ces propos de Charles Blé Goudé, quelle est l'image qu'on se fait de lui? Un homme qui, et là c'est ce terme, engagé à jouer sa contribution dans le processus de réconciliation engagé. Donc, Blé Goudé n'est plus dans une dynamique ou du moins est dans une dynamique de rassemblement, de retrouvailles de l'ensemble de la classe politique autour de l'idéal, autour du pays, de la Côte d'Ivoire qui est le pays à tous. Donc vraiment c'est un bon élan. Alors, Beta Michel, à vous entendre parler, vous n'appréciez pas ce communiqué de Charles Blé Goudé? Non, moi je dis, non, à la limite, je ne devait pas remercier le président. Non, on n'a pas besoin de remercier un président pour avoir obtenu un passeport en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des tests, la Côte d'Ivoire a des lois. Moi je ne comprends pas qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, le dieu loi, c'est Ouattara. Ce n'est pas Ouattara la loi. La loi, c'est la loi. Elle est applicable à Ouattara comme à tout homme. C'est le concerné Charles Blé Goudé. Oui, mais qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis choqué que pour un passeport d'un Ivoirien, on en fasse tout ce tintamarre. Moi, je suis choqué parce que je ne défends pas Blé Goudé. Je défends seulement ce que la Côte d'Ivoire a comme test. La Côte d'Ivoire, dans la constitution ivoirienne, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Donc nous tous, en tant que citoyens ivoiriens, nous devons veiller à ce que ces genres de principes-là soient appliqués pour tous citoyens. Quand des actes sont posés dans le sens de nous conformer au texte auquel tu fais allusion. Oui, mais quand on a mis un an, ah non, mais moi je dis non, arrêtons ça quand même. Et qu'on veut remercier un président pour avoir obtenu un passeport, non, mais je dis arrêtons ça. On n'est pas encore, Ça veut dire que ce n'était pas le cas. On a 3 jours pour un passeport, on dit 72 heures pour un passeport. Qu'il soit Blé Goudé, qu'il soit Beta, qu'il soit Kenebe, c'est 3 jours. Le plus important, pourquoi aujourd'hui on voulait faire pour Blé Goudé? Le plus important, au lieu de ressasser toutes ces vieilles questions. Mais qu'est-ce que tu appelles vieilles questions? Il faut poser des actes qui aillent dans le sens de la paix. Mais c'est pourquoi quand je dois demander un passeport, on doit lui remettre après 112 heures. C'est tout. Sinon, c'est pas que... Aujourd'hui, il y a des gens, des Ivoiriens qui sont en exil, qui sont à l'extérieur du pays, contre la loi constitutionnelle. C'est vers ça qu'il faut tendre. Chaque fois qu'un acte est posé pour corriger ça,
Mais qu'est-ce qui empêche les actes d'être posés pour corriger cette vie? On attend tant de temps pour les corriger. Monsieur, tout comme vous, la délivrance du passeport à Charles Blé Goudé a fait réagir des personnes que nous avons rencontrées dans les rues d'Abidjan grâce à Cécile Mobio et Sapel Monet qui ont promené leur caméra et micro. Voici ce qu'ils nous ont ramené comme réaction de la part de ces personnes relativement à ce sujet. Acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, Charles Blé Goudé a obtenu son passeport ivoirien après 10 mois d'attente. Des téléspectateurs interrogés à Abidjan livrent leurs sentiments et évoquent les perspectives de son retour en Côte d'Ivoire. Puisque la loi ivoirienne me le dit, aucun Ivoirien doit être contraint à l'exil. Donc je pense déjà que c'est une bonne initiative. Ça va relancer aussi le processus de paix qui est en marche pour apaiser un peu les tensions. Il n'espère pas grand-chose de lui. Je pense que, comme tout Ivoirien, c'est quand même qu'il ait participé à la crise post-électorale 2010. Je pense peut-être qu'il viendra s'expliquer, demander pardon à la population, relancer aussi le processus de paix, apaiser aussi les tensions. Je sais que les Ivoiriens vont se déplacer massivement pour aller l'accueillir. Il n'aura rien, Je ne souhaite même pas qu'il soit accueilli, enfin, pour apaiser encore plus les tensions et autres, pour ne pas que l'accueil suscite d'autres choses. Je préfère qu'il rentre discrètement et puis, bon, après son processus de réconciliation et autres, il pourra aller vers ses collaborateurs et autres pour essayer de se relancer. C'est le chef des jeunes. Bon, c'est un gars réfléchi et puis il a payé, même pour ce qu'il n'a pas fait. Dans un premier temps, déjà, parler aux jeunes, qui parle aux jeunes, qui les conscientise, qui leur explique un peu son parcours qu'on connaît déjà, mais bon, rentrer dans les détails. Et puis, bon, qui nous donne un peu plus d'espoir, parce que c'est un survivant quand même. Vous savez que Charles Blé Goudé, c'est un homme qui a du charisme. Voilà, moi je pense que il fut quand même un ministre de la jeunesse. Donc je pense que son arrivée va vraiment traîner beaucoup de monde. Aussi, je profite de l'occasion pour demander au pouvoir aussi de faire table rase du problème de Soro, donc quel que soit son égarement, tout et tout. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout cela pour qu'aujourd'hui on aille résolument vers la réconciliation. Ouais. Le président Ouattara aujourd'hui, il est au travail, il fait tout. Mais une bonne partie aussi des Ivoiriens qui n'est pas contente. Il faudrait que tout le monde soit content pour que le travail qu'il est en train, qui est vraiment visible, soit reconnu de tous. Le scénario, là, c'est simplement, il arrive, la jeunesse est derrière lui. Bon, il y a une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui qui est là. Donc le scénario, là, c'est ça. C'est le côté positif, son arrivée là. Donc, le côté positif, c'est la réconciliation. C'est ça, la cohésion sociale. On connaît tous le général Charles Blé Goudé. Hein. C'est lui, il sait que quand il va venir, il a déjà un parti politique, ils seront là-bas à l'aéroport. Je crois que ça sera la fête. Moi, je suis un ancien de la FECI. Au temps où Bapéro était au pouvoir, de la FECI, président de FECI. Il ne nous a jamais envoyé à l'abattoir. C'est vrai que bon, ici, voilà, la vie, il y a des hauts et puis il y a des bas. Bah, nous, vraiment, on remercie le président et son esprit de pardon. Vraiment, c'est un bon père pour nous. Il n'a qu'à le faire rentrer. Et puis voilà. Le général, on a besoin du général. J'ai la date de son retour, si on a l'information. On va venir, il ne faut pas qu'il s'inquiète. La Côte d'Ivoire l'attend à bras ouverts. C'est son pays ou bien? Voilà. Écoutez, c'est quelques personnes qui ont été interrogées. Beaucoup parlent du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il y a un intervenant qui a même dit qu'il ne souhaite pas que Blé soit accueilli, comme on l'a constaté avec Laurent Gbagbo quand il rentrait en Côte d'Ivoire. Alors, Beta Michel, à la une de votre journal du mercredi 1er juin 2022, je précise que vous êtes le directeur de publication du journal Le Bélier. Vous avez posé cette question, je vous la pose. Vous avez dit, peut-il rentrer sans inquiétude? Charles Blé Goudé. Oui, mais nous, cette question vient à point nommé parce que quand il est libéré par la Cour internationale, la CPI,
il a un procès qui court ici en Côte d'Ivoire. Il a été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour acte de torture, homicide volontaire et viol pendant cette condamnation n'est pas levée. Donc c'est tout naturellement que nous nous posons la question, que va faire la justice de Blé Goudé lorsqu'il rentrera? Est-ce que le pouvoir va l'arrêter? Est-ce qu'on se pose des questions? Mais je vois que, bon, avec tous ces efforts pour remercier Ouattara, c'est en vue d'éviter certainement une quelconque arrestation, mais pour être un peu plus sérieux. Moi, je crois que quand Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, je crois que ces questions-là, on peut lever le pied dessus en attendant d'avoir plus ample éclaircissement. Si lui-même, aujourd'hui, il pourra mieux s'expliquer parce qu'il a été jugé sans être là. Il a été condamné sans être là. Donc je crois que s'il va avoir un procès en sa présence, ce serait plus équitable. Ses avocats seront là et pourra se défendre. Encore que la CPI vienne de l'acquitter totalement, je crois que il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas d'argument pour se défendre valablement. Il pourra bénéficier même de la même situation que Laurent Gbagbo, qui a été aussi condamné, mais qui est libre en Côte d'Ivoire, malgré qu'il est rentré, il n'a pas été arrêté par la justice. Ah, mais moi, c'est ce qui m'étonne, c'est-à-dire que faire la justice vis-à-vis des peines qu'elle émet. Qu'est-ce qu'elle fait de ces peines-là? Donc, il ne faut pas donner l'impression que la justice est manipulée, que la justice est aux ordres. Quand on émet des peines, c'est pour pouvoir les appliquer. Mais pour la cohésion nationale, soit on les enlève, soit on t'adresse de cela par une décision, gouvernementale, ou bien on applique la décision. Teneb Ousmane, Blé Goudé peut rentrer sans être inquiété par la justice ivoirienne? D'autant plus que c'est le président de la République qui a autorisé qu'il ait son document. Donc, Blé Goudé l'a dit dans son communiqué de remerciement. Donc, je ne pense pas, je ne suis pas juge, mais je ne pense pas que Blé Goudé soit inquiété quand il va rentrer en Côte d'Ivoire. Donner un passeport, ça c'est une chose. Oui, on a vu Laurent Gbagbo qui était sous le coup, le même coup de la loi, mais qui aujourd'hui mène ses activités politiques sans être inquiété. Donc, il n'y a pas à se faire peur. D'accord. Alors, si la réalisation nous permet, nous allons voir une image du journal L'Avenir, le journal dont vous êtes le secrétaire général de rédaction, le journal du mercredi 1er juin 2022. On peut lire ceci. Après la délivrance de son passeport, le retour de Blé Goudé fait trembler le camp Gbagbo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Teneb Ousmane? Bon, je vous ramène au journal, mais il faut dire ici que Blé Goudé n'a pas accepté jusqu'à présent de s'aligner sur les rangs du PPACI. Vous êtes sans ignorer que il y a eu une crise au FPI qui a conduit le président du FPI, originel du FPI, à créer le PPACI. Et Gbagbo a été très clair, il a souhaité que tous ceux qui se reconnaissent en lui adhèrent à son parti. Et jusqu'à preuve du contraire, Blé Goudé est resté dans ses bottes et il n'est pas évident que quand il viendra, là, on attend de voir la suite, mais déjà les réactions ici et là des cyberactivistes proches du PPACI ont suscité vraiment l'écriture de cet article-là pour dire que, attention, ce n'est pas la sérénité au sein du PPACI. Voilà, on estime que voilà, Blé Goudé, on connaît sa hargne, on sait que c'est un animal politique également, un jeune loup. Et donc, s'il n'adhère pas au PPACI, certainement qu'il pourrait inquiéter la formation politique de Laurent Gbagbo. Alors, Beta Michel, vous partagez ces propos. Le camp Gbagbo est inquiet, tremble avec... Non, loin s'en faut, puisque Blé Goudé même... Avant que je pense que c'est avant-hier, j'ai lu une de ses interventions dans laquelle il disait carrément que ses rapports avec Gbagbo sont intacts et que lui-même il s'étonne que certains cyberactivistes écrivent ce qu'ils écrivent. Mais je crois que les rapports de Blé Goudé et Gbagbo, ils ont montré quand même leur solidité. Ils ont vécu des années d'enfer. Lui-même dit de l'enfer, je reviendrai. Des années d'enfer à la CPI. Donc, ils ont renforcé les liens. Je ne crois pas que ce soit les incompréhensions des cyberactivistes comme l'autre, comme mon ami Tenembel les a qualifiés, qui puissent les diviser. Je crois qu'au contraire, c'est de renforcer la cohésion autour de l'opposition. C'est de renforcer les lignes de l'opposition par le retour de Blé Goudé. Et déjà même que
le PDCI et le PPACI sont en train de créer une coalition au sein de l'opposition. Je crois que le retour de Blé Goudé va renforcer cette cohésion-là, cette entité d'opposition pour faire face au combat pour la démocratie et les élections pour le bien-être des Ivoiriens. Alors, je voudrais que chacun de vous puisse commenter ces propos du vice-président du COGEP, Marc C.P. Blé. C'était dans une interview accordée au journal Le Matin, qui a publié dans son numéro du 1er juin 2022. Le PPACI a abandonné Charles Blé Goudé. Vous le pensez aussi, Ténébé Ousmane? C'est un très proche de Charles Blé Goudé qui le dit, ce n'est pas nous. Et donc, sur la base de cette analyse et sur certaines sorties de Blé Goudé lui-même, c'est vrai que ce sont des mots qui restent encore souvent énigmatiques sur ces sorties. Charles Blé Goudé, je vais parler de certains postes où on le voit s'en prendre à quelqu'un proche de lui et tout. Donc, toutes ces questions-là poussent à s'interroger sur la solidité des relations entre le père Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, je pense que il y a certainement le verre dans le fruit, au regard de toutes ces sorties qu'on entend ici et là. Il y a le verre dans le fruit? Non, bon, moi je ne partagerai pas cet avis-là, puisque même l'interview, bon, on en prend seulement un bout. Oui. Moi, je suis un peu gêné en tant que journaliste, en tant que professionnel de la communication. Quand je veux commenter des propos, j'essaie de les lire d'abord totalement avant de les commenter. Mais sur la base de ce bout de phrase-là, je dirais que le PPACI a été créé il y a moins d'1 an. Et Laurent Gbagbo a toujours dit dans toutes ses rencontres à Ouattara que tous les prisonniers soient libérés. Donc je ne crois pas que le leader du PPACI ait abandonné un prisonnier, soit-il Blé Goudé. Donc je le dis ainsi, moi je ne partage pas cet avis-là et je crois que de toutes les sorties, les partisans du PPACI ont toujours lutté pour que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur position, quels que soient leurs idéaux, puissent rentrer au pays et participer à la vie politique. Donc, je ne crois pas que quelqu'un ait abandonné quelqu'un là. D'accord. Alors, messieurs, c'est le lundi 30 mai 2022 que Charles Blé Goudé a reçu son passeport. Ce même lundi, à la rue Le Pic 6 à Cocody, le député d'Agboville, commune Adama Bictogo, a été désigné pour défendre les couleurs du RHDP à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, prévue le mardi 7 juin 2022. Alors, Ténébé Ousmane, comment on peut expliquer le choix, la désignation de Adama Bictogo pour être le candidat du RHDP à cette élection? Oui, il faut dire que Adama Bictogo est un homme du Sérail, un homme, c'est le secrétaire exécutif du RHDP. Et il faut dire qu'il a assuré l'intérim de cette institution alors que feu Amadou Soumaoro était souffrant. Donc, c'est tout naturel et il faut dire que c'est aussi une volonté du président du parti et de l'ensemble des militants. Donc, je pense que c'est un peu dans ce cadre. D'accord. Beta Michel, lorsque Adama Bictogo a été désigné, on a entendu le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, qui a dit que le président a souhaité, sinon souhaite que la discipline soit observée au sein du groupe parlementaire RHDP. Adama Bictogo, même quand il est allé déposer sa candidature, il a dit que sa candidature doit être perçue comme celle du consensus. Est-ce qu'il faut comprendre que le choix de Adama Bictogo a manqué de consensus? Ça a été difficile son choix? Bon, je dis que depuis, j'observe un peu les différents présidents de l'Assemblée nationale qui se sont succédés sous le régime RHDP et je me dis qu'il y a une très nette régression démocratique au sein de cette Assemblée nationale. Cette régression s'explique par, d'abord même, ceux qui ont conduit cette Assemblée-là depuis l'arrivée de, je vais faire l'économie de Soro Guillaume, mais je dis, avant Bictogo. Il faut qu'on fasse l'économie de Soro Guillaume. Non, j'en viens. Je vais finir par là. Ouais, je disais, avant Bictogo, on a vu Amadou Soumaoro, bon, père à son âme, vraiment. Mais on n'oublie pas ses propos quand même. C'est lui qui a dit ici que les adversaires de Ouattara se retrouvaient au cimetière. Et c'est lui que son parti a choisi pour mettre à l'Assemblée nationale où cela se discutait démocratiquement les positions. On a vu comment son élection s'est passée. C'était une élection où les députés même ont demandé qu'il y ait bulletin secret. On dit non, pas question. Il faut qu'on se fasse à main levée.
en violant totalement les considérations électorales au sein de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on en vient avec quelqu'un qui nous dit que si tu n'es pas RHDP, tu n'as pas droit à un tabouret en Côte d'Ivoire. Mais attends, c'est quoi le RHDP en fait? C'est ce parti-là qui veut que la Côte d'Ivoire régresse démocratiquement. C'est ce parti-là qui veut que la Côte d'Ivoire n'ait plus envie de nourrir sa fibre démocratique par des personnes qui ont montré suffisamment que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de débat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que le RHDP vraiment fasse un effort. Adama Bitogo n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de l'Assemblée nationale. D'accord, Adama Bitogo n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de l'Assemblée nationale. C'est pas le modèle de président. C'est pas le modèle de président. Quand on a vu des présidents tels que Félix Houphouët-Boigny, on a eu des présidents tels que il manque de quoi? Il manque de ce qui est essentiel à l'Assemblée nationale. C'est le débat contradictoire. Adama Bitogo, il s'est levé ici pour dire que quiconque n'est pas RHDP n'a pas droit à un tabouret en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, désormais, on ne t'édifie pas, on ne te nomme pas par tes compétences, mais on te nomme par ton militantisme. Un tel personnage, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Assemblée nationale? Où se tiennent les débats les plus démocratiques qui soient? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Assemblée nationale? Non, il faut quand même se réveiller quand même. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. D'accord. Alors, tenez, Bosman, Adama Bitogo n'est pas le modèle de président selon Beta Michel. Je pense que mon très cher frère Beta peut-être n'a pas bien compris certainement ta question, mais dire que Adama Bitogo ne mérite pas de présider l'Assemblée nationale, c'est une insulte à la démocratie quand même. C'est lui qui a insulté la démocratie. On va l'écouter. La démocratie, c'est quoi? C'est les électeurs, ce sont les députés. Oui. C'est eux qui décident. Oui. Et ce sont les députés RHDP qui ont décidé mais au moins, je veux demander que Adama Bitogo soit leur candidat. Alors, on ne peut pas dire non, telle personne, alors que nous-mêmes, on n'est pas à l'hémicycle. Donc, Beta, nous sommes dans une institution démocratique et un parti politique s'est réuni à décider que tel cadre soit le candidat en remplacement de... Mais tu as dit qu'il était le bon, non? Tu as dit qu'il était bon, non? Pourquoi tu ne veux pas que moi je dise qu'il n'est pas bon? Mais parce que j'ai menti à ses propos. J'ai menti à ses propos. J'ai menti à ses propos. Il a dit que... Il estime que Adama Bitogo n'a pas la culture... Voilà, démocratique ici à la... Tu peux juger Adama Bitogo comme tu le veux. Mais tu ne peux pas comme lui le veut. Pas par ses propos. Tu ne peux pas dire qu'il ne mérite pas d'être le président de l'Assemblée. Mais naturellement, parce que propos, il mérite pas. Je veux dire quoi? En démocratie, c'est la loi de la majorité. D'ailleurs, vous n'êtes même pas électeur. Mais je suis... Je ne peux pas comprendre on dit on s'en va voter. Si les députés décident de prendre le cadre qu'ils souhaitent pour mettre à l'avant, c'est ça l'expression de la démocratie. Mais on ne peut pas... Vous pouvez avoir des reproches sur la personne. Mais l'onction populaire de l'institution est en train de tourner autour de lui. Il faut prendre acte simplement. Non, je veux au moins s'attirer l'attention de ceux qui donnent quand vous rapportez les propos d'Adama Bitogo, ce sont les propos de quelqu'un qui était en campagne. Campagne contre qui? On n'était même pas en campagne d'ailleurs. Et il le disait. Et ça a mené... Ce sont les propos d'un militant. D'un militant qui est dans une bulle et qui pense que la Côte d'Ivoire a été construite seulement par une entité qui est le RHDP. La Côte d'Ivoire, c'est la différence de vue. La Côte d'Ivoire, c'est ce pays-là où chacun a pu s'exprimer jusqu'à aujourd'hui. Au point que, même quand Bouffoué ne voulait pas de certaines choses, il a été obligé de concéder parce que... Mais M. Beta, le débat contradictoire existe à l'Assemblée nationale. Non, le débat contradictoire existe, mais le débat contradictoire ne peut pas être tenu, ne peut pas être conduit par quelqu'un qui a montré les limites de sa volonté de voir un débat contradictoire, d'une Côte d'Ivoire d'opinions différentes. Il a montré sa limite. Quand il dit comme ça, des personnes, moi je dis ce qui me fait mal, il a emmené des personnes, des personnalités qui ont bâti toute leur démarche politique sur l'intégrité à se renier. Et moi ça me choque quand je vois des personnes qui ont été de tout temps dans cette partie qui sont obligées de se renier parce qu'on leur promet un tabouret. Non, je dis mais à quoi nous a réduit le RHDP? À quoi nous a réduit le RHDP? À ce que des Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent plus exprimer une opinion contraire à celui qui gouverne.
Mais je dis non, arrêtons ça quand même. C'est pas celui-là qui va venir diriger notre Assemblée nationale et on va l'applaudir. Non, nous, s'en faut. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Adama Bictogo soit le meilleur profil pour diriger l'Assemblée. L'Assemblée nationale a besoin de quelqu'un qui a montré sa maturité politique par le débat contradictoire, qui a montré sa maturité politique par la volonté de voir la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, c'est le candidat qui a été positionné par le RHDP. Le PDCI n'a pas encore proposé des candidats. Le DS n'a pas encore proposé des candidats. Je vais donner mon opinion sur ce candidat-là. Oui, monsieur, les députés, les concernés eux-mêmes, je veux dire, les groupes parlementaires qui doivent voter, ils vont s'exprimer le 7. Ils vont s'exprimer le 7. Ils vont s'exprimer le 7. Permettez-moi. Ils vont s'exprimer le 7. Mais pendant ce temps, moi, je donne mon opinion. D'accord, on a compris votre opinion. Permettez-moi Allez-y, Tenebe. de demander à mon très cher Beta de quitter l'émotion. Parce que il ne faut pas confondre, il faut contextualiser les choses. Si on va sur ce sens-là, le RHDP lui-même, je parle du RHDP, groupement politique, n'aurait jamais existé. Parce qu'il y a eu des choses entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié dans les années 90. Mais ils sont allés au-dessus de ça, ils se sont retrouvés dans une alliance qui a bien fonctionné. Donc vous n'allez pas vous accrocher sur des aspects de 2, 3, 4 années en arrière pour juger les gens. Non. Moi, aujourd'hui, la question c'est quoi? La question c'est quoi? La question c'est quoi? Arrêtez-vous un instant. La question c'est quoi? Adama Bictogo fait l'objet d'unanimité au sein de son parti, qui est le RHDP, qui a décidé que le choix soit porté sur lui. C'est un fait. Nous ne sommes pas électeurs. S'il faut regarder les choses sur l'angle de la démocratie, mais si ceux qui sont dans l'institution, qui sont électeurs, décident de porter leur choix sur quelqu'un, vous n'allez pas vous accrocher à un passé pour juger la personne, pour estimer que la personne n'a pas... non, il n'a pas la culture démocratique qu'il faut pour diriger la Sénat. C'est ça que je le dis. Oui, mais alors, concerne-la moi, oui, vous êtes libre d'avoir votre opinion sur lui, de le juger comme vous voulez. Mais aujourd'hui, je le suis, c'est fait. Aujourd'hui, il est en train de bénéficier de l'onction, non seulement de son parti, mais au-delà de son parti. De qui? L'UDPCI a appelé récemment à voter pour le président. Le président Mabry a appelé les députés UDPCI à soutenir la candidature d'Adama Bictogo. Et laissez-moi encore vous dire. Est-ce qu'on est en train d'assister à un rapprochement de l'UDPCI avec le RHDP? Je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais s'il faut se cantonner, s'il faut circonscrire les choses dans le cadre de l'élection actuellement, c'est un parti d'opposition qui a décidé, lui aussi, de se ranger derrière la candidature du RHDP. Et laissez-moi vous dire que quand le groupe parlementaire PDCI-RDA a été reçu par Henri Konan Bédié, je n'ai pas dit qu'il a dit non, mais j'ai cru entendre quand même les propos du porte-parole qui a dit que Henri Konan Bédié ne souhaitait pas que cette élection-là se fasse dans une sorte de crispation parce que c'est quand même quelqu'un qui est décédé. Il faut que les choses, il n'a pas appelé à voter Adama Bictogo. Mais les mots qu'il a eus, mais c'est pas les mots qu'il a eus ne sont pas des mots qui sont récriminatoires à choses contre le candidat. Mais pourquoi il le ferait? Pourquoi il le ferait? Donc ça veut dire que Henri Konan Bédié lui-même peut être dans la disposition, et même dans la disposition d'accepter que faut te garder de prêter des propos que tu n'as pas entendus. J'ai bien dit que c'est juste. Et puis, moi je vous dis, il y a quand même un député PDCI qui n'a pas l'onction du PDCI. Il n'a pas l'onction du PDCI, mais il est candidat. Qui n'a pas l'onction du PDCI. Tout député peut être candidat. Ça, il faut qu'on fasse remarquer. Ce n'est pas en fonction de ses étiquettes politiques qu'il est candidat. La preuve en est, il y a deux députés qui étaient candidats qui dit avoir retiré sa candidature récemment. Donc, tu vois, tout cela, je dis que tout le monde peut être candidat. Mais pourquoi le PDCI tarde à se prononcer? Pourquoi pas de candidat? Voilà la question. À présent, pourquoi le PDCI n'a pas de candidat? Mais il va le poser au PDCI. C'est pas moi. Pourtant, le PDCI a une centaine de candidats. Ils ne m'ont pas dit ça, donc je ne peux pas le dire. Mais c'est pas écarté. Non, je dis, ils ne m'ont pas dit ça, donc je ne peux pas le dire. Oui, mais ce que je constate, c'est que celui qui est présenté aujourd'hui comme potentiel candidat à la présidence de l'Assemblée nationale a montré ses limites dans sa volonté de... Mais M. Beta, on ne le prendra pas pour aller l'installer. Les députés vont le voter. Donc on attend de voir. Mais moi je donne mon opinion pour dire que ce n'est pas lui qu'il faut à la tête de l'Assemblée nationale qui se veut le centre des débats contradictoires. Alors M. Beta, tout à l'heure, Tenebe a parlé du soutien de l'UDPCI à la candidature d'Adama Bictogo. Est-ce que Mabry
est en train de donner dos à l'opposition ivoirienne? Bon, il faut dire que la démarche de Mabry, toi que ce n'engage que Mabry, mais moi, ce que j'observe dans ce schéma politique-là, je dis que souvent, quand tu regardes nos hommes politiques, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Je crois que Mabry était membre influent du rassemblement qui a porté Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, ils se sont séparés et je crois que si Mabry doit soutenir un candidat, je pense que ça aurait dû être lui-même son candidat et non pas celui de Ouattara. Bon, maintenant qu'il décide de soutenir celui de Ouattara, ça c'est son point de vue. Il dirige un parti et sait qu'il a suffisamment la maturité pour apprécier les choses. Mais qu'il ne vienne pas nous dire après qu'il a été trahi, parce que c'est ça aussi avec ces politiques-là. Demain, il viendra nous dire non, j'ai cru que... Bon, c'est ça qui nous dérange un peu. Mais pour nous, bon, chacun peut soutenir celui qu'il veut. Mais pour ma part, à l'observation de la scène politique ivoirienne, qui nous a montré quand même la maturité de nos présidents de l'Assemblée nationale, Adama Bitoro n'est pas l'homme qu'il faut. Encore que, je veux comprendre même son parcours, même sur le plan social, politique, et tout ce qu'il peut engendrer. Qui est Adama Bitoro? Vous pouvez me l'aider à le connaître? Dans ce cas que les députés qui votent, votent pour quelqu'un d'autre? Non, j'ai dit, la Côte d'Ivoire regorge de multitudes de potentiels. Vous auriez voulu qui au RHDP? Non, c'est pas à moi de choisir au RHDP, mais je peux juger. Le RHDP a fait son choix. Voilà, vous estimez que ce c'est pas le modèle de président qu'il faut à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous auriez voulu qui? Non, c'est pas, moi je choisis pas. On avait cité Ibrahima Sissé Bakongo. Bon. Écoute, quand le RHDP va m'envoyer quelqu'un, je regarderai cette personnalité et j'apprécierai au regard de sa démarche politique, ce qu'il est. C'est tout. D'accord. Je constate que mon très cher frère Beta, il est contre tous les députés pratiquement. Comment tu peux me prêter ce genre d'intention? D'être contre tous les députés? D'accord, monsieur. Comment je peux faire? Alors, l'élection allez-y. Oui, je veux dire que oui, on peut juger les gens par leur passé, effectivement. Il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier ici et là. Ça, c'est votre appréciation. Et toi, tu as apprécié le fait qu'ils demandent aux gens de libérer les tableaux, tu as apprécié? La question n'est pas à ce niveau. Mais attends, la question qui est posée aujourd'hui... Oui, c'est cet homme-là, cet homme qui dit que si tu n'es pas RHDP, tu n'as pas... Monsieur, vous n'allez pas vous entendre sur cette question, sur ce choix de Adama Bitoro comme candidat du RHDP à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Élection prévue le mardi 7 juin 2022. Autre sujet à décrypter dans cette émission, il s'agit de la hausse du prix du carburant pour la période du 1er au 30 juin 2022. Le prix de l'essence super sans plomb passe de 695 à 735 francs CFA, soit une augmentation de 40 francs CFA par litre en Côte d'Ivoire. Et celui du pétrole lampant de 615 à 645 francs CFA, soit une hausse de 30 francs CFA. Avant de prendre vos différentes appréciations de cette augmentation, écoutons le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, qui donne les raisons. Il se trouve qu'avec la crise russo-ukrainienne, il y a eu une augmentation du coût de la vie et du coup le gouvernement se retrouve aujourd'hui à subventionner d'une certaine façon le prix du carburant, à ne pas appliquer de façon mécanique les différentes variations du coût à l'international. C'est ce qui se faisait jusqu'alors. Mais devant les augmentations que nous connaissons depuis, je dirais, le mois de janvier, le gouvernement, afin de rendre supportable le coût de ces augmentations aux populations, a décidé d'apporter un appui. Donc vous verrez que cette augmentation n'est pas automatique. Au lieu d'appliquer de façon automatique cette variation du coût à l'international sur le prix à la pompe, le gouvernement a fait un effort supplémentaire qui va nous coûter 80 milliards de nos francs. Si vous vous souvenez de la période de janvier à avril, le gouvernement avait apporté une subvention d'environ 120 milliards. Pour le mois de mai, vu l'augmentation qu'il y a eu à l'international, le gouvernement, en maintenant
le prix actuel de 735 francs, est obligé d'apporter une subvention d'environ 80 milliards. Donc si vous voyez, de janvier à mai, c'est 200 milliards que le gouvernement va injecter pour pouvoir, je dirais, maîtriser d'une certaine façon cette augmentation du coût du pétrole. Au cours des échanges que nous avons eus avec vous, nous avons dit que nous devons nous attendre à d'autres augmentations tant que la crise russo-ukrainienne va durer. De retour sur les antennes de l'Intelligent TV, vous êtes dans l'émission La Revue de Presse au grand format pour le décryptage de l'actualité nationale et internationale. Alors, Ténébé Ousmane, on a écouté Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Il a donné les raisons de l'augmentation du prix du carburant. Est-ce que ce sont des arguments qui tiennent pour vous? C'est toujours déplorable de voir que le consommateur doit toujours mettre la main à la poche. Donc ce ne sont pas de bonnes nouvelles d'apprendre que voilà, la vie devient encore plus chère. Mais je note que le gouvernement maintienne le prix du gasoil, qui est la consommation la plus forte par les populations. Je crois que ça tourne autour de 615 francs. Voilà. Et environ, selon les chiffres récents, plus de 53% des consommateurs utilisent le gasoil. C'est ça. Mais les 44% qui utilisent le super ne sont pas à négliger. Et donc, je crois que c'est la deuxième augmentation qui concerne le super. Et ça, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Mais c'est important que le gouvernement communique pour dire les efforts qu'il fait pour atténuer la situation. Tout à l'heure, le ministre l'a dit, 200 milliards pour plus ou moins apporter, soutenir la situation. Et je crois que c'est à saluer. Et il faut faire plus, il faut encore continuer. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette augmentation, le pouvoir, le régime Ouattara rend encore la vie dure aux Ivoiriens, comme l'a titré le journal Le Temps? On va le voir avec le concours de la réalisation. Allez-y, vous pouvez répondre à la question. Oui, en fait, l'image au sort du prix du carburant, Ouattara rend encore la vie dure aux Ivoiriens. Oui, je le dis toujours, les gens sont dans leur rôle, mais ce n'est pas... La question est mal posée. Mais c'est une réalité. Oui, la vie déjà est chère. La vie est chère. Ouattara et on vient à augmenter... Ouattara rend la vie dure. Aux Ivoiriens. La vie dure aux Ivoiriens. Et je crois que la question... C'est un journal de l'opposition qui parle. Mais quand on contextualise les choses, la crise russo-ukrainienne qui a été mise en avant par le porte-parole du gouvernement, et ce n'est pas une vie d'esprit. Ce sont des choses réelles. On se retrouve actuellement, et je fais référence au dernier rapport de la Banque mondiale, à la crise des années 70. La crise pétrolière des années 70 peut être comparée à celle qu'on est en train de vivre actuellement. Et chaque gouvernement doit faire des efforts supplémentaires pour atténuer la situation. Et le gouvernement fait des efforts qui peuvent paraître insuffisant, mais on ne peut pas reprocher à un gouvernement d'être responsable de la vie chère qu'on constate pratiquement dans le monde entier. D'accord. Alors, Beta Michel, on ne peut pas reprocher au gouvernement, au régime Ouattara d'être responsable de la cherté de la vie qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, sur ces questions-là, moi je suis un peu souvent surpris quand je vois que des confrères disent on ne peut pas reprocher au gouvernement. Mais les gouvernements ont voté le gouvernement, pourquoi? Ils ont choisi tel gouvernement, pourquoi? Pour avoir des solutions à leurs problèmes. Si aujourd'hui la vie est chère, malgré la présence de ce gouvernement, malgré les efforts des populations, il faut en tenir rigueur au gouvernement et chercher des solutions, peut-être l'aider à trouver des solutions. Mais pour la question de la guerre russo-ukrainienne, vraiment cette crise elle a le dos large. Parce que même quand le piment est cher, on dit c'est la crise russo-ukrainienne. Quand le gombo est cher sur le marché, c'est la crise russo-ukrainienne. Il faut arrêter ça. Je crois qu'au-delà même du carburant, la vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Ça c'est un fait. Même tout le monde, le prix de la viande, c'est la crise russo-ukrainienne.
qui était de 2015 qui est passé à 3 000. C'est la crise russo-ukrainienne? Non. Moi, je crois que le gouvernement manque quand même de dynamisme et de solutions vis-à-vis de la difficulté des populations. C'est à cela que nous l'appelons. C'est vrai, il fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut lui dire que ce n'est pas suffisant. Et j'invite Tenebé Ousmane à le dire. Il ne faut pas l'ouvrir avec le mot. Ce n'est pas suffisant. Parce que quand on prend la question du carburant, c'est un fait, ça peut être expliqué. Mais quand on prend la question de la viande, la question du gombo, la question du piment, la question de l'aubergine, la question de la tomate et même du riz, de l'huile. Mais attendez, de grâce, il faut que des efforts soient faits quelque part. Parce que là, si l'Ivoirien n'arrive pas à assumer certaines charges, mais il faut qu'il puisse avoir la facilité d'en assumer d'autres. Hein? C'est ça aussi. C'est-à-dire que quand la vie devient chère, il y a de certaines, il y a de certaines dépenses qu'on ne fait plus. Peut-être s'il peut se contenter même de sa nourriture en attendant d'avoir plus de moyens pour faire ses loisirs. Là, c'est autre chose. Mais il ne peut même pas faire une de ces choses-là. La nourriture est chère, les loisirs sont hors de portée. Donc, il se retrouve dans une situation de crispation qui font que les populations sont prêtes à sortir lorsque elles constatent qu'elles sont débordées. C'est cela qu'il faut éviter. Parce qu'en emmenant les populations à faire plus de sacrifices, on va les voir demain dans les rues et on sera étonné. Il faut éviter que ça explose. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'en faire plus. En faire plus, on peut continuer nos actions sur les denrées de première nécessité en vue de faire en sorte que ces denrées-là, les prix ne flambent pas comme cela se constate aujourd'hui. Il y a une comparaison qui est faite que lorsque Ouattara arrive au pouvoir, on prend l'exemple simple, hein, on dit le prix de l'huile était à près de 1 000 francs. Ouattara aujourd'hui au pouvoir, c'est à près de 2 000 francs. On a 1 500, 1 600. Bon, tu vois, c'est trop. En combien d'années? En 10 ans, on a une augmentation de près de moitié. C'est tous ces efforts-là, c'est sur ces efforts-là, on demande au gouvernement de conjuguer son énergie pour réduire les prix des produits de première nécessité. Au moins là, ça sera un soulagement pour la population. C'est ça. On ne dit pas qu'il ne fait pas d'efforts. Voilà. Allez-y. Sur la question, le fait déjà de reconnaître que des efforts sont faits, c'est sur ça que je veux qu'on s'entende. Parce que la cherté de la vie est transversale. Oui, les efforts sont faits, on le reconnaît, mais il estime que ce n'est pas suffisant. Oui. Et surtout même quand on entend le porte-parole du gouvernement nous dire qu'il faut s'attendre à d'autres augmentations. Oui. On ça, déjà. Je ne connais pas une seule personne qui partage, qui soit d'accord avec le fait qu'on avertisse les gens. Finalement, on se demande où sont les efforts qui sont faits. Aujourd'hui, oui, mais quand même, il a été dit qu'il y a 200 milliards qui ont été déployés. Ça peut paraître insuffisant, mais le gouvernement montre déjà qu'il fait des efforts. Il communique sur les efforts qui sont faits. Mais je veux que, et ça c'est une proposition personnelle, que cette crise-là soit regardée et que, heureusement, on nous parle d'une découverte d'un puits important de pétrole. C'est vrai que le prix du pétrole est fixé selon un mécanisme un peu plus ou moins compliqué pour la compréhension de l'immense majorité des Ivoiriens. Mais pour ce qui concerne les denrées alimentaires, il faut que les gens réfléchissent, les chercheurs réfléchissent à permettre au pays qui a des terres arables de faire des cultures de céréales. Parce qu'aujourd'hui, le fait que tout le monde entier pratiquement dépend du grenier russo-ukrainien, parce qu'il faut le dire, les grandes consommations viennent de là-bas. Or, les ports en Ukraine et en Russie, à cause des sanctions, sont fermés. Ce qui fait que les choses deviennent rares. C'est l'explication que les scientifiques nous donnent. Il faut que nos chercheurs et les pouvoirs publics donnent les moyens à nos travailleurs, à nos agriculteurs de faire des productions de masse. Et même le blé, il peut être cultivé en Côte d'Ivoire si, je dis si bien, c'est une volonté politique. D'accord. Voilà. 25 000 personnes issues de 4 000 ménages seront déguerpies à compter de ce dimanche 5 juin 2022 à Abidjan et environ. Ainsi en a décidé le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour sauver des vies en cette saison des pluies. On en sait un peu plus dans ce reportage de Jean-Hubert Kofo et Afri Zawi.
À compter du samedi 5 juin 2022, une opération de déguerpissement et de démolition sera menée dans 54 sites à haut risque d'éboulement et d'inondation dans le district d'Abidjan. Ceci dans le souci d'éviter les pertes en vie humaine en cette saison des pluies qui s'annonce. L'information a été donnée le vendredi 27 mai 2022 par le ministre de l'Hydraulique, l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, lors d'une conférence de presse à l'auditorium de la primature à Abidjan Plateau. La saison des pluies est le théâtre des drames humains, de morts en grand nombre dans le district d'Abidjan. Cette situation interpelle naturellement le gouvernement qui a décidé de se pencher sur la question en vue de prendre des mesures énergiques pour arrêter cette spirale infernale et récurrente. L'opération est baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Elle vise 4000 ménages dans les 13 communes du district d'Abidjan. Les 54 zones à risque visées par l'opération enregistrent à elles seules, selon le ministre, 95% des morts et des drames qui surviennent dans le district autonome d'Abidjan pendant les saisons de 95% surviennent et sont concentrés dans des zones occupées et habitées illégalement pour une large part, car elles ne sont pas aménagées pour accueillir des populations. En d'autres termes, les saisons de pluie sont le théâtre de désolation ces dernières années, en particulier dans le Grand Abidjan, mais l'intérieur du pays est également exposé. Face à l'exposition des populations vivant dans ces zones, à des inondations, à des glissements de terrain, le gouvernement ne peut rester indifférent. Il a la responsabilité, de par notre Constitution, de protéger les populations, même s'il faut le faire malgré elles. Selon le ministre Bouaké Fofana, entre 24 000 et 25 000 personnes seront impactées par l'opération dont le coût de réalisation pour cette première phase s'élève à 2,5 milliards de francs CFA. L'opération de déguerpissement sera conduite par le ministère en collaboration avec tous les ministères membres du comité interministériel en charge de la prévention des catastrophes, les 13 communes du district d'Abidjan et toutes les structures spécialisées en gestion des catastrophes, notamment l'Office national de protection civile, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les forces de défense et de sécurité en général et la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et de météorologie Sodexam. Beta Michel, qu'est-ce que vous pensez de cette opération qui vise à sauver des vies selon le ministère? On vous voit en train de sourire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, vous savez, ça donne l'impression que tout est fait à la catastrophe, sans programmation, sans planification. Parce que nous connaissons les périodes des saisons des pluies. C'est une opération qui est faite à la catastrophe, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, c'est fait sans planification. Nous connaissons les périodes de saison des pluies. Nous n'allons pas attendre quand ça commence pour commencer à déguerpir. C'est quoi que ce ministère-là, lui, il travaille seul. Parce que les constructions sont visibles à Abidjan, les constructions sont dans des zones à risque à Abidjan, et c'est quand la saison des pluies s'élève que lui s'élève. Attends, il était où? Donc, vous avez un problème avec le timing. Voilà, le timing, c'est à quoi que, vraiment, souvent quand tu observes ces choses-là, tu dis, mais c'est quoi le problème? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, je vais vous mettre à l'aise. Notre souci, c'est d'éviter les morts. Et quand on veut les éviter, on prévient. Quand on dit on prévient, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on sait que ce n'est pas des zones à risque, on peut permettre aux gens de construire. Mais les gens ne se cachent pas la nuit pour construire. Aucune maison ne pousse la nuit. Les maisons poussent sous nos yeux. Tous les jours, dans les zones à risque. Que fait pendant ce temps ce ministère? Que fait pendant ce temps les autres entités de l'État? Mais on ne va pas attendre la saison des pluies. Déjà, mais ça a déjà commencé. Je sais que ça a entraîné déjà quelques morts. Maintenant, on se réveille subitement. À nous tous, c'était réveillé en son train, la casser des maisons, la casser des sites. Et aujourd'hui, encore, on se retrouve à vouloir casser encore d'autres sites. Bon, j'ai dit que vraiment, je veux profiter de votre antenne pour interpeller ceux qui nous dirigent. Le gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Ne nous donnons pas l'impression que nous faisons les choses à la vente. C'est à quoi qu'on fait les choses sous un coup de tête. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. On a besoin de plus de responsabilité, plus d'engagement, plus de planification, plus d'organisation. Vraiment, aidez-nous à réfléchir. D'accord, Tenebe Michel, Tenebe Ousmane. Tenebe Ousmane, vous avez écouté Beta Michel, c'est une opération qui est faite sans planification. Il a un problème avec le timing. Le gouvernement, c'est prévoir. Le gouvernement n'a rien prévu.
Je crois qu'il faut se concentrer sur l'action qui doit être menée. Il faut préserver des vies. C'est vrai que les catastrophes ces dernières années sont réduites par rapport il y a 3 ou 4 ans. On voyait des vingtaines de morts et autres. Mais je crois que l'année passée, on en a vu, mais pas à une certaine proportion. Et cette année, l'objectif, c'est vraiment 0 mort. Maintenant, l'opération qui sera engagée va certainement mettre des gens dans un sinistre. Et il faut que les pouvoirs publics leur donnent une possibilité d'accompagnement. Surtout qu'il n'y a pas de plan de relogement qui est prévu. Parce que ce sont des vies humaines. Ça rend un peu insuffisant. Je ne sais pas si... J'imagine qu'il va 25 000 personnes, elles vont aller où? Oui, il faut trouver des moyens. Avec la pluie qui tombe, elles vont aller où? Justement, c'est là qu'il faut surtout poser le problème. Il faut que ces vies humaines, surtout les enfants, les femmes et les enfants, qui sont la lie du peuple, il faut les protéger. Il faut leur permettre d'avoir un recasement pour les protéger surtout. Il ne faudrait pas que ce soit un déguerpissement où on voit encore des gens dans des cimetières, où on voit des gens qui ne savent pas où aller. Mais je pense que l'opération est nécessaire. Il faut 0 mort cette année. C'est dans cette optique que cette opération certainement est en train d'être menée. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, que ceux qui seront déguerpis là, qu'il y ait des moyens d'accompagnement. Dernière partie de cette émission, Focus Média africain, qui va nous conduire au Ghana, précisément à Accra, pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tiendra à Accra, au Ghana, le 4 juin 2022 sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ont indiqué des sources diplomatiques. Cette réunion est annoncée alors que des rencontres informelles se sont multipliées ces derniers jours à Bamako et dans la sous-région. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, en visite au Togo, a annoncé le 4 mai avoir demandé au président togolais Faure Gnassingbé, sur instruction de son président, le colonel Assimi Goïta, d'user de son expérience et de sa sagesse pour aider à faciliter le dialogue. Faure Gnassingbé devra ainsi aider le Mali à convaincre les acteurs régionaux et plus largement l'ensemble de la communauté internationale pour un compromis qui sortira le Mali de sa situation actuelle et renforcer la stabilité de la région. Les autorités de la transition au Mali ont proposé à l'organisation sous-régionale un calendrier de 24 mois, soit 2 ans, en plus des 18 mois déjà écoulés. Alors que les chefs d'État ont invité les autorités de la transition du Mali à respecter le calendrier de 12 à 16 mois recommandé pour la prolongation de la période de transition, annonçant ainsi la décision de maintenir les sanctions imposées le 9 janvier 2022 du dialogue en vue de trouver une solution et d'assurer une levée progressive des sanctions. Depuis plusieurs jours, certains politiques et diplomatiques évoquent une possibilité de compromis entre les autorités et celles de la CEDEAO sur une prolongation de la transition. En Guinée, le Conseil national de la transition CNT avait validé un chronogramme de 36 mois pour la transition contre les 39 mois initialement proposé par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Le porte-parole du gouvernement de la transition burkinabé, Lionel Bilgo, avait déclaré que les Burkinabés avaient déjà tranché sur la question de la durée de la transition, qui est de 3 ans. Tenabe Ousmane, sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso. Oui, je souhaite que cette réunion contribue à la levée, ou du moins au réexamen des sanctions qui sont posées contre ces 3 pays. Voilà, moi c'est mon souhait. Pas que je partage le changement constitutionnel qu'on a constaté à la tête de ces États, par les coups d'État et autres, mais il faut être pragmatique. Les populations en Afrique de l'Ouest souffrent de ces sanctions, y compris la Côte d'Ivoire. Allez dans ces frontières, vous verrez que le fait que ces sanctions qui sont posées dans ces pays-là
c'est plutôt les populations qui subissent les conséquences. Voilà, je pense qu'on peut trouver d'autres moyens de pression. Et surtout, comprendre que ces coups d'État sont différents de certains coups d'État. Au Soudan, par exemple, on voit des marches dans les rues contre ceux qui sont au pouvoir. Or, dans ces trois pays-là, c'est plutôt des gens qui marchent pour ces pouvoirs. Il faut que la CEDEAO se rende à l'évidence et soit pragmatique. Je ne leur demande pas de leur faire carte blanche, mais de se rendre à l'évidence qu'il faut aller doucement. Beta Michel, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? Bon, il faut dire qu'il ne faudrait pas que ce soit un sommet de trop. Et sur la question, je voulais quand même attirer l'attention de ceux qui gèrent les transitions militaires dans ces trois pays-là. Voyez-vous, en Guinée récemment, il y a eu des morts suite à l'augmentation et à la fronde sociale. C'est-à-dire que gérer un pays, hein, ce n'est pas les armes. C'est-à-dire c'est le dialogue. C'est le dialogue avec toutes les classes vives de ce pays-là. Donc, sur la question, je crois qu'en arrivant au pouvoir par les armes, ils sont obligés de se maintenir par les armes. Donc, il faut qu'ils fassent un effort pour pouvoir rendre ça le plus court possible. Ce qu'on leur demande, c'est l'organisation d'élections transparentes en vue de céder le pouvoir à des entités civiles. Donc, je crois que ce n'est pas trop leur demander. Nous, on a fait ici une transition de près de 10 mois hein, sous le régime Gueye-Robert. On a fait une transition de 10 mois. Le coup d'État s'est passé en décembre, 24 décembre. On a fait les élections en octobre. Donc, je crois que c'est possible. C'est possible dans ces pays-là. Il faut que ceux qui gèrent ces transitions militaires-là puissent le comprendre. On va pas mener la CEDEAO à leur forcer la main hein, par une batterie de sanctions, parce que ce n'est pas tellement avantageux pour les populations, même pour les populations de la sous-région, parce que nous sommes liés quand même d'une certaine manière. Donc, vraiment, il faut qu'elles comprennent que, ces dirigeants-là comprennent que ça suffit. Hein, ça suffit, elles ont fait leur temps. Il faut qu'elles cèdent le pouvoir et puis on va passer. Ça suffit et ça suffit également pour cette émission. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, bonne soirée à vous et puis bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent la Zambie. Au revoir.